C'est parti, on se lance. De toute façon, on va commencer par se présenter et présenter le sommaire. Euh, les retardataires pourront nous rejoindre à ce moment-là. Euh, pour commencer, on va se présenter très brièvement. Moi, je m'appelle Geoffrey Conan. Euh, j'ai commencé chez Didask en tant qu'ingénieur pédagogique et je suis désormais en charge du développement. Voilà, je laisse Svetlana se présenter. Donc, rebonjour à tous et à ceux qui nous ont rejoints. Donc, je suis Svetlana Meyer et chez Didask, j'ai un peu deux casquettes. La première, c'est que je suis responsable scientifique. Donc, moi, ayant une thèse en sciences cognitives par le passé, en fait, je m'occupe de surveiller tout ce qui se fait dans la littérature scientifique et d'intégrer ce qu'on apprend sur justement la manière dont on apprend et dont on forme de manière efficace pour favoriser la mémorisation. Et je l'intègre dans notre produit. Et par ailleurs, j'accompagne tous ceux qui utilisent notre solution pour créer des contenus, pour que justement ils soient capables de créer des modules digitaux encore plus pertinents, percutants. Allez, c'est parti. Encore une fois, je tiens encore à vous remercier tous de vous être connectés pour suivre ce webinaire. Ça nous fait plaisir de voir à chaque fois que nos webinaires ramènent autant de personnes. Donc merci beaucoup. Voilà, pour vous présenter un peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Dans une première partie qui durera un petit peu plus de 5 minutes, je vais vous présenter brièvement ce qu'est Dida, ce qu'est la solution que nous proposons. L'objectif de ce webinaire, ça sera vraiment d'aller rapidement, de passer la main à Svetlana afin qu'elle vous fasse une petite démonstration de l'outil. Et cette démonstration, elle se déroulera en deux temps. Donc, d'abord, l'objectif, ça va être de vous montrer le côté un peu expérience apprenant. L'objectif, ça va être que vous puissiez voir concrètement l'expérience d'apprentissage que vous pourrez proposer à vos apprenants. Vous allez voir que cette expérience d'apprentissage, elle est très structurante dans la manière dont ils vont apprendre, dont ils vont utiliser Didask. Puisque en fait, ce qu'on leur propose de faire, c'est de résoudre des dilemmes pédagogiques, donc finalement des cas pratiques. Notre objectif à travers ça, c'est vraiment de favoriser le transfert d'apprentissage et de leur permettre de pouvoir appliquer ce que vous leur avez transmis une fois qu'ils se retrouvent en situation. Le deuxième temps de la démonstration, dans ce deuxième temps-là, on va se concentrer sur ce qui vous intéresse plus particulièrement et ce qui est l'objet du webinaire, à savoir comment finalement vous pourriez concevoir des modules d'apprentissage rapidement sur Didask grâce à notre canevas qui vous guide à la fois dans la réflexion pédagogique et dans la production des modules Didask avant de pouvoir les diffuser. Ensuite, on reviendra très très brièvement juste sur les différentes offres pour que vous puissiez comprendre de quelle manière vous pouvez profiter de la solution Didask. Et enfin, on passera à la partie questions-réponses. Là, je répète juste rapidement, hein, si vous voulez nous poser vos questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à le faire. Vous avez un onglet pour ce faire en bas de Zoom. Le mieux, c'est de poser les questions de manière ouverte et que tout le monde puisse les voir à travers l'onglet Converser. Voilà. Et si on n'a pas le temps, s'il y a des éléments bloquants, on essaiera d'y répondre forcément durant la présentation. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on les traitera par la suite par mail et on vous enverra également le support de présentation qu'on utilise aujourd'hui. Sur du coup la partie présentation de Didask, donc juste rapidement un petit aperçu de notre activité en chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on traite avec une soixantaine de clients et surtout qui viennent d'horizons très différents. De la même manière qu'aujourd'hui, a priori, il y a des personnes très diverses qui assistent à ce webinaire et que du coup, la tendance représente bien cette diversité de nos clients. Donc voilà, il faut savoir qu'on travaille avec des grandes entreprises, des associations, des acteurs de l'enseignement supérieur et ça va jusqu'à des petits cabinets de conseil également et des formateurs indépendants. Sur notre raison d'être, donc la slide suivante, qui a pour vocation de vous faire rapidement comprendre ce qui nous anime chez Didask, c'est tout d'abord une mission. Nous, celle que l'on se donne, c'est de donner à tous ceux
qui souhaitent concevoir une formation, concevoir un cours ou simplement partager leur expertise, les moyens de le faire efficacement en digital et surtout sans compétences préalables, que ce soit des compétences pédagogiques ou techniques, puisque notre outil vous guide. Comme je vous le disais en préambule, le corollaire côté apprenant, pour nous, c'est vraiment, on a l'ambition que les apprenants de nos clients, une fois qu'ils sortent d'un module Didasque, ils soient réellement capables de mobiliser ce qu'ils ont appris en situation. Pour ce faire, ce qu'on a créé, ce qu'on a mis au point, ce qu'on a développé, c'est une solution technologique qui vous permet d'être guidé à travers quelques étapes de réflexion pédagogique pour concevoir simplement ces modules digitaux. Comme je vous le disais, ces modules ils sont centrés sur des dilemmes pédagogiques, sur des cas pratiques. Et ce n'est pas un hasard si on a choisi ce format-là pour le penser et pour le mettre en place. On s'est basé sur notre expertise scientifique, incarnée aujourd'hui par Svetlana. Et donc, on s'est basé sur les recommandations les plus consensuelles, on va dire, des travaux de recherche scientifique en sciences cognitives et plus particulièrement en psychologie cognitive. Voilà, je me permets de le souligner parce que cet ancrage scientifique, il est très important pour nous. Il fait vraiment partie de notre ADN. Et on attache beaucoup d'importance, surtout au côté evidence-based de notre méthode. Voilà. Mais Svetlana y reviendra plus amplement par la suite lors de la démonstration. Juste un petit résumé visuel sur la slide suivante. Voilà, un petit résumé visuel de ce que je viens de vous expliquer en 10 secondes, à savoir qu'on a un outil qui permet de guider les concepteurs de A à Z de la réflexion sur les modules pédagogiques, à leur production jusqu'à leur diffusion. Et enfin, derrière, on a un moteur d'apprentissage qui vous permet aussi de proposer à vos apprenants des sessions d'apprentissage personnalisées qui vont venir du coup correspondre réellement à leurs besoins et à leurs intérêts. Et qui va vous proposer aussi en tant que concepteur de pouvoir accéder à des données fines sur les données d'apprentissage. La slide suivante, voilà, si on ne va pas rentrer dans le détail des fondements scientifiques de notre méthodologie. Svetlana le fera certainement d'ailleurs au fil de l'eau durant la présentation. Sachez juste qu'on s'est basé en gros sur 8 recommandations, sur 8 postulats de la recherche scientifique en psychologie cognitive. Ces piliers ils sont résumés dans un livre vert qu'on vous enverra suite à ce webinaire dans le mail de remerciement avec la présente présentation. Avant de passer la parole à Svetlana, voilà, j'aimerais et de rentrer dans le vif du sujet avec la démonstration, je voulais juste revenir et faire un petit préambule sur le standard d'apprentissage sur lequel on se base chez Didasque. C'est très important pour nous parce que c'est vrai pour nous que vous compreniez ça, parce que c'est vraiment ce standard d'apprentissage, la matière première sur laquelle on va se baser pour la conception pédagogique. C'est la manière dont on va, donc vous aussi, vous allez vraiment raisonner pour concevoir des modules. Donc cette architecture pédagogique, là, ce standard, nous on l'appelle communément, enfin on a décidé de l'appeler graine d'apprentissage, donc les graines Didasque. Et une graine Didasque, ça correspond à quoi? Et ça correspond, c'est ce que vous voyez un petit peu résumé à droite sur votre écran. Ça correspond à la différence finalement de comportement entre une personne non formée et une personne formée dans une situation précise. Donc, c'est vraiment là ce qui est résumé encore une fois à droite du schéma, là où c'est marqué graine et que c'est entouré en vert. Donc, vous voyez en haut du schéma que vous avez l'erreur pertinente. Donc, cette erreur pertinente, nous, on se base en fait sur l'observation de comportements non désirables chez les apprenants en situation. Et l'objectif, c'est de les faire passer vers la case du bas, à savoir vers le changement attendu et l'adoption d'un comportement attendu d'une personne formée dans cette même situation. En résumé, ce que vous comprenez, du coup, c'est que notre méthode requiert de partir réellement des besoins de l'apprenant. Et l'objectif, c'est vraiment d'introduire un changement d'état chez ces apprenants.
Svetlana reviendra plus amplement là-dessus. Pour développer rapidement sur les manières dont est utilisé Didask aujourd'hui, sachez que nos modules sont utilisés pour travailler sur des thématiques variées, que ce soit des hard skills, donc des compétences un peu métiers, des soft skills, là c'est vraiment la manière dont on est le plus, les thématiques sur lesquelles on est le plus utilisé, donc sur des compétences d'ordre un peu plus comportemental, et enfin, et plus récemment aussi sur des compétences un peu plus académiques. Je vois qu'il y a des questions sur la durée du webinaire, il durera environ 30 minutes, après 10 minutes de questions-réponses. Sur les usages de Didask plus précisément, donc là-dessus, il n'y a pas de surprise, hein, ça correspond un peu à l'usage de tous les outils digitaux de formation. On est utilisé essentiellement en blended learning, donc soit en amont, soit en aval d'une formation présentielle, dans une logique de prérequis ou de consolidation de ce qui a été vu en présentiel. Un autre usage classique de Didask, c'est pour remplacer des formations présentielles. Malheureusement ou heureusement, selon le point de vue dans lequel on se place, c'est une demande qui croît, notamment au regard de la situation sanitaire. Et enfin, plus rarement, on est aussi utilisé un peu comme des outils comme Klaxoon par des concepteurs, par des animateurs et par des formateurs pour animer des formations en présentiel. Si on passe à la slide suivante, concernant les finalités pédagogiques de notre outil, on peut être utilisé à la fois pour faire évoluer les pratiques des apprenants. Donc là, votre objectif, ça sera de leur faire adopter les bons réflexes vers lesquels que vous voulez qu'ils adoptent en situation. On est aussi extrêmement efficace pour déconstruire toutes les idées reçues et les représentations un peu erronées des apprenants pour les confronter à ces dernières. Et enfin, pour qu'ils puissent passer un petit peu de la théorie à la pratique et mettre en pratique ce qu'ils auraient appris de manière théorique lors d'un cours. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Svetlana pour la partie de démonstration. Merci Geoffrey. Donc là, vous avez eu un comment fonctionne Didask, voilà, les enjeux auxquels on veut répondre. Et là, je vais vous montrer justement comment ça s'incarne en fait en pratique dans nos contenus. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, j'ai dû couper, je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo car j'ai un internet un peu défaillant. N'hésitez pas à utiliser la fonction converser si jamais vous ne m'entendez plus ou voilà, que le message devient brouillé, pour justement que je puisse parler peut-être plus doucement et rester audible. Donc là, je vais vous donner un premier exemple, justement, puisque l'enjeu de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'on peut créer très rapidement des contenus. Donc là, je vais vous donner un premier exemple de module qui a été créé par l'un de nos clients, Cogix, qui en fait a voulu créer un module rapidement sur quand on est en télétravail, qui est une situation qu'on vit tous en ce moment, comment on peut continuer à travailler efficacement, notamment en termes de concentration. Et donc là, ils ont créé un premier module que voici, comment rester concentré à domicile. Donc, si on rentre dedans, on arrive d'abord sur une mise en situation. Cette mise en situation, c'est le premier temps de notre format où on va prendre des informations. Donc, cette mise en situation, elle prend cette forme-là. On a donc Valérie travaille chez elle et garde son fils Noé qui a 10 ans. Elle essaye de finir le traitement d'un dossier complexe et important. Donc, cette situation, on peut tous, quand on télétravaille et qu'on a des enfants, on peut tous s'y retrouver, et parce qu'elle est justement incarnée et illustrée. Donc, après ce premier temps de prise d'information, on a un deuxième temps où on va devoir mobiliser ses connaissances, ses préjugés et ses croyances, par exemple, sur la concentration. Là, on nous pose la question, selon vous, quelle est la plus grande source de distraction? On a 4 propositions de réponse qui correspondent toutes en fait à des erreurs pertinentes, ce que vous montrait Geoffrey tout à l'heure sur les différentes slides. Donc là, par exemple, quand j'ai fait la première fois ce module, comme j'ai de très mauvaises pratiques de travail et que j'ai 15 000 onglets ouverts en parallèle, je me suis dit, oui, la plus grande source de distraction, si je m'interroge sur mes croyances sur la concentration, c'est je me dis, oui, c'est sûrement les onglets ouverts sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai choisi cette réponse. Et quand je choisis cette réponse, j'ai un feedback
immédiat sur mon action. Ce feedback-là, c'est le troisième temps d'information où là, justement, on corrige, on va m'apporter des éléments qui me permettent d'ajuster mes croyances sur la distraction. Donc là, ce feedback me dit, les notifications des réseaux sociaux peuvent capter votre attention, mais Valérie peut en fait s'y soustraire. Voilà, par exemple, tout simplement en fermant ses onglets. Donc, ce n'est pas forcément la plus grande source de distraction. Donc, une fois que j'ai intégré ce feedback-là, alors là, si c'est quelque chose de la source de distraction, on est quelque chose auquel on ne peut pas s'y soustraire, vraisemblablement, c'est plutôt mes propres pensées. Et quand je clique dessus, là aussi, j'ai un feedback qui m'explique qu'effectivement, la moitié des interruptions que l'on subit provient de nos propres pensées. Donc là, vous voyez, à chaque fois, le feedback, ce n'est pas un feedback évaluatif, c'est un feedback formatif qui vient me donner une information supplémentaire pour que je puisse moi-même faire évoluer mon état de connaissance. Quand j'ai trouvé justement la réponse recommandée, j'arrive sur, on me donne un message clé qui vient me résumer en une seule phrase de manière très, très succincte quelle est la leçon à retenir de ce cas pratique, qui est que là, en l'occurrence, la plus grande menace pour notre concentration, c'est nous-mêmes. Ensuite, en dessous, j'ai des explications supplémentaires pour me donner plus de détails sur comment, quand une pensée arrive dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, on a ce message clé qui est très, très percutant, car très court et très informatif. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, ce message clé, on aurait très bien pu faire une suite de slides avec, on commence par le message clé, la plus grande menace pour notre concentration, c'est nous-mêmes, puis on donne un exemple en situation de télétravail. En fait, la recherche nous montre qu'en faisant l'inverse, en poussant les apprenants et en leur donnant ensuite un feedback informatif qui va leur permettre de faire évoluer leur état de connaissance, c'est beaucoup plus efficace en termes de mémorisation et surtout après d'application une fois la formation terminée, qui est un peu le grand enjeu de quiconque crée des formations. En fait, c'est beaucoup plus efficace que si on l'avait mis sous forme de slide de manière plus descendante. Donc là, voilà pour ce premier cas pratique. Ensuite, donc, dans la suite du module Rester concentré à domicile, on avait différents cas pratiques. Le deuxième, on retrouve toujours ce format en 3 temps, une mise en situation que vous retrouvez à gauche, un appel à l'action ensuite qu'on retrouve à droite et un feedback qu'on a quand on essaye de répondre à la question. Et là, si le fond pédagogique reste à la même structure, la forme est un peu différente puisqu'ici, on me propose de catégoriser des usages, en l'occurrence de réseaux sociaux, en fonction de qu'ils soient équilibrés, donc qu'ils respectent la concentration ou pas. Et là, encore une fois, on retrouve à la fin le message clé qui vient résumer ce cas pratique et des explications complémentaires. Ces explications complémentaires, tout comme la situation d'ailleurs, ça peut aussi être des infographies, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des GIFs. Là, notre plateforme est prévue pour accueillir dans les différentes cases de notre canevas pédagogique, j'y reviendrai, en tout cas différents types de formats. Donc là, on a 2 cas pratiques qui s'enchaînent les uns avec les autres. On en a d'autres, je ne vous les montre pas tous pour rester concise et efficace justement. Et à la fin, quand on arrive justement sur le dernier écran du module, on a un mot qui est adressé par le concepteur de la formation et ensuite les messages clés qui sont récapitulés pour que on les voit tous ensemble les uns à côté des autres une deuxième fois et surtout qu'on puisse les comparer et y réfléchir à un niveau plus abstrait. Donc, voilà pour ce premier module. Ce module-là, en fait, il faisait partie d'une formation plus générale sur le télétravail. Donc là, on le retrouve comment rester concentré à domicile. Il était agencé avec, dans une formation télétravail prolongé, comment adapter ses modes de travail, avec 2 autres modules qui étaient à la fois sur comment avoir un rythme de travail qui fonctionne et comment collaborer malgré la distance. Cette présentation, d'ailleurs, cette formation, elle est gratuite. Vous pouvez la consulter sans aucun souci. On pourra vous l'envoyer dans le mail à la fin de cette présentation si ça vous intéresse. Et elle commence par une petite page de présentation qui récapitule justement tous les éléments qui vont la composer. Ça, c'était un premier module que je vous ai montré. Et donc, cette formation de 3 modules qui a été créée par Cogix, elle a été créée en moins d'1 semaine.
justement un petit peu dans l'urgence de la quarantaine quand celle-ci a été déclarée. Et voilà, c'est un premier exemple d'usage très rapide de Didasque. Donc là, peut-être vous vous dites, ah bah oui, mais en fait, avec les illustrations, ça prend un peu plus de temps. En fait, ils ont beaucoup fait de réemploi d'illustrations qu'ils ont fait par ailleurs. Mais je vais vous montrer un autre exemple d'utilisation très rapide de Didasque. Alors cette fois-ci, c'était par nous-mêmes, en fait, c'était notre directeur pédagogique. C'était suite aux annonces du déconfinement. Donc c'était le gouvernement qui avait fait une prise de parole le 28 avril. Et bien en fait, il y avait différents points justement dans cette prise de parole et qui ont été mis en scène dans différents cas pratiques et qui ont été réalisés. Ces 5 cas pratiques, ils ont été réalisés en moins de 2 heures par notre directeur pédagogique. Il avait utilisé justement notre banque d'images qu'on est en train de concevoir et de mettre à disposition des concepteurs pour illustrer rapidement des situations. Donc là, sans surprise, on retrouve notre format en 3 temps, mise en situation, action et feedback quand on clique. Et en fait, là, le choix qu'on avait fait, c'était de mettre en scène ces différents messages. Au lieu de les mettre sous forme de liste, message 1, vous pourrez, là en l'occurrence, c'était vous pourrez ressortir avec vos amis au restaurant. Et bien en fait, là on l'a mis en scène sous forme d'un dialogue tel qu'on pourrait l'avoir avec nos conjoints, nos colocataires ou nos amis en fonction avec qui on discute à ce moment-là et pour justement correspondre encore plus à la manière dont on a vécu ces différentes annonces. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer comment on a réalisé un de ces cas pratiques justement en passant dans notre back-office pour vous montrer un peu notre outil auteur. Donc là, je suis dans notre outil auteur et là, je vais aller sur le cas. Donc, créer un nouveau. Donc, le cas, vous montrer le processus qu'on a suivi pour arriver à ce type de module. Donc, comme Geoffrey vous le disait tout à l'heure, le point de départ d'un cas pratique, c'est ce qu'on appelle le micro-changement. Le micro-changement, c'est justement, d'une part, d'un côté, ce qu'on fait quand on n'est pas formé, et d'autre part, ce qu'on fait une fois qu'on est formé. Donc là, par exemple, avant, quand on a vu le JT et qu'on n'a pas forcément compris les recommandations, on peut se dire ah bah oui, tout le monde. Donc, par exemple, une erreur pertinente, ce serait de penser que tout le monde va pouvoir revenir au bureau à la suite, dès le déconfinement. Alors qu'en réalité, ce qu'on espérait justement transmettre comme information, parce que quelqu'un qui aurait suivi notre cas pratique saurait, ce serait justement que en fait, les employés de certaines entreprises pourront reprendre le chemin du travail. Là, je vous retrace un petit peu comment on avait conçu ce cas pratique à l'époque. Rappelez-vous, c'était il y a un mois, donc on n'avait pas le même degré d'information qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a toutes les histoires d'autorisation, etc. Mais là, voilà, c'était à l'époque comment on l'avait mis en scène. Donc ça, ce micro-changement, c'est quelque chose qui n'apparaîtra que pour le concepteur ou la conceptrice de contenu. C'est en fait un vrai guidage pédagogique qui va permettre justement de créer les différents blocs pour justement. C'est important en fait de revenir toujours en fait à ce micro-changement avec justement ce que pense quelqu'un qui n'est pas formé versus ce que pense ou fait quelqu'un qui est formé pour justement créer un cas pratique percutant. Parce qu'en fait, tout ce qui fait la force de notre ingénierie pédagogique, c'est d'utiliser justement des situations qui soient plausibles et des propositions de réponse qui soient proches des actions ou des croyances des gens. Donc, comment on pourrait mettre en scène ce premier micro-changement? Donc, là, c'est notre premier temps, la mise en situation. Eh bien, il faut l'incarner, généralement, cette situation. C'est en gros une situation concrète dans laquelle pourrait se tromper justement un apprenant qui n'est pas formé. Là, par exemple, si je manque d'inspiration, je peux toujours me référer à notre guidage pédagogique qui est en 3 temps. Le premier temps, c'est un guidage qui est tout le temps présent sur l'interface que vous avez ici dans les différents carrés verts. Donc là, c'est une première indication qui me dit voilà, qu'en fait, justement, je dois bien imaginer une situation concrète dans laquelle les apprenants pourraient se tromper et que je dois la décrire pour que l'apprenant soit capable de se projeter. Ça, c'est un premier niveau qui est toujours présent.
J'ai ensuite un deuxième niveau sous la forme de quand je clique sur ces points d'interrogation qui me donnent des conseils plus précis, comme inventer des personnages ou introduire un élément perturbateur. Et si je veux en savoir encore plus, j'ai ici un bouton qui me renvoie vers le centre de ressources qu'on met à disposition de tous nos concepteurs, qui contient des exemples de mise en situation, d'énoncés, du type de questions, etc., qui marchent versus d'autres qui marchent moins, qui donnent des bonnes pratiques, des différents. Donc là, par exemple, pour incarner ça, on imagine tout à l'heure dans le module qu'on avait vu, c'était un dialogue entre un couple. Ben là, on pourrait continuer ce dialogue avec, par exemple, l'un des deux qui se dit ça commence à bien faire, par exemple. Ça commence à bien faire, le télétravail. Je sais que c'est une agence du digital. J'ai hâte de revoir mes collègues. Donc là, c'est typiquement une situation, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait dire à quelqu'un à quelqu'un suite aux annonces et qui pourrait faire hésiter notre apprenant. Là, notamment, l'élément qui est important qu'on a rajouté, c'est la nature de l'entreprise qui est concernée et qui, à l'époque, était vraiment déterminante pour le fait de reprendre ou pas le chemin du travail. Donc, voilà pour notre situation. On l'a incarnée et pour qu'elle soit, voilà, pour quand on la voit, on se projette plus facilement. Et là, par exemple, ce qu'on pourrait imaginer comme question, c'est, par exemple, que devrait lui répondre son conjoint s'il a bien compris les recommandations gouvernementales. Ah là là, gouvernementales. Hop. Qui va faire hésiter l'apprenant. Là, pour écrire les propositions de réponse, donc là, j'ai encore un guidage. J'ai la réponse qui est la réponse non recommandée, qui reflète l'erreur pertinente. En fait, c'est un exemple de ce que répondrait quelqu'un qui pense ça, que tout le monde va pouvoir reprendre le travail, versus on a le choix qui doit refléter le changement attendu, qui est un exemple de ce que ferait face à cette question, ce que répondrait face à cette question, quelqu'un qui sait que voilà, seuls certains employés pourront reprendre le chemin du travail. Donc là, pour donner ces exemples, voilà, si je prends, donc je vais toujours me référer à mon guidage pédagogique, ça c'est vraiment quelque chose qui permet de gagner du temps et qui sert un peu de boussole toujours quand on rédige son cas pratique. C'est donc, là si je reviens sur l'erreur pertinente, penser que tout le monde va pouvoir revenir au bureau dès le déconfinement. Ça serait par exemple quelqu'un, oui, moi aussi j'ai hâte. Donc là, c'est quelqu'un qui parle, quelqu'un qui répond. Moi aussi, j'ai hâte. Il faudra faire attention aux consignes de sécurité, distanciation, lavage des mains, etc. Donc ça, c'est effectivement de se dire, oui, les employés d'agences digitaux, ils pourront revenir au travail, mais si tant est qu'ils respectent les consignes de sécurité, alors qu'en réalité, à l'époque, ce n'était pas encore sûr. Et là, c'était puisse retourner que vous êtes une agence. Là, c'est la proposition de réponse qui correspond justement au cas qui illustre le. J'espère que vous m'entendez toujours. À répétition, j'ai un message comme quoi ma connexion Internet est très défaillante. Geoffrey, est-ce que c'est toujours bon? C'est toujours bon, oui. Super. Donc là, maintenant, je vais. Il suffisait de le dire. Ah, c'est de nouveau bon? Ouais, c'est bon. Il ne reste plus qu'à, de toute façon, à insérer des feedbacks relatifs à chacune de ces propositions. Exactement. Et là, par exemple, voilà, je vais vous en faire qu'un parce que le concept est le même pour les deux. C'est par exemple l'inf. Donc là, je vous rappelle, le feedback qu'on propose, ce n'est pas un feedback correctif, genre c'est faux ou c'est juste,
qui doit faire progresser l'apprenant. Là, par exemple, si je prends le feedback qui correspond à l'erreur pertinente, oui, il faudra faire attention oui, tu pourras y retourner, mais il faudra faire attention aux consignes de sécurité. Là, ce que je vais répondre, en fait, c'est que, effectivement, les consignes de sécurité devront être respectées, mais tous les employés revenir au travail de l'entreprise. Là, voilà, c'est un feedback que je rédige devant vous à la volée pour montrer que ça pourrait, voilà, que c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Évidemment, il y a toujours des petits perfectionnements qui sont possibles. Notamment en termes d'orthographe, c'est très possible que je fasse des fautes. Hein. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Mais en tout cas, voilà, on a ce feedback qui vient amener de l'information et qui se structure en deux temps. Le premier temps, c'est de dire que, oui, effectivement, il y a une partie de la réponse qui est juste. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs quand quelqu'un fait des erreurs, c'est il y a une partie qui est juste et mais en fait le fond reste faux. Donc là, effectivement, les consignes de sécurité devront être respectées. Et ensuite, dans un deuxième temps, on amène l'information qui, justement, va permettre à l'apprenant de faire évoluer sa croyance. Donc, à la fin, on a notre message clé qui va résumer le message à retenir justement de ce cas. Tout le monde ne pourra pas revenir au travail. Consultez votre employeur pour savoir si vous êtes concerné. Et là, ensuite, si j'ai envie, je peux rajouter dans mon explication plus d'informations, par exemple sur la nature des entreprises qui étaient concernées à l'époque, ou je peux rajouter une vidéo qui, par exemple, de l'allocution du gouvernement qui correspond pile au moment où cette information était prononcée. Voilà, là, ça dépend un petit peu de ce qu'on a envie de faire. Là, je vais enregistrer et on va aller voir directement dans l'aperçu ici. Ce que ça donne. Donc là, c'était notre dernier cas. On le retrouve en fait. On a notre situation à gauche. À droite, on a notre question et nos propositions de réponse. Par exemple, on va cliquer sur la mauvaise réponse entre guillemets. Notre feedback s'affiche. Là, on n'avait pas écrit notre feedback, c'est normal, il n'est pas là. Et là, on a notre message clé qui apparaît. Là, vous voyez, pour arriver à ce cas pratique, qui en fait, il m'a juste suffi de remplir les différents blocs qui sont présents dans notre outil auteur. Toute la mise en page esthétique, elle a été prise en charge par notre plateforme. Donc, j'ai vraiment pu me concentrer seulement sur mon micro-changement, ma situation, mes questions, car justement, tout l'aspect esthétique est pris en charge par ailleurs. Donc, on est resté focalisé sur l'essentiel qui nous a permis justement d'avancer plus vite. Si j'avais envie d'ajouter une image à ce niveau-là, par exemple sur la mise en situation, j'aurais pu aller ici, récupérer par exemple une image qui a été, qu'on avait générée avec notre banque d'images. La voici. Donc là, on avait mis le texte dans la bulle, donc je vais l'enlever de la situation pour éviter les redondances. Je vais enregistrer et vous montrer ce que ça donne dans la perte. En quelques minutes, là, on a fait notre premier cas pratique tous ensemble sur l'interface Didask. Donc, à ce stade, je ne sais pas si vous aviez peut-être quelques questions avant que Geoffrey reprenne la suite. Il y en a quelques-unes là que j'ai vues, Svetlana, on les traitera à la fin. Si vous voulez, Svetlana pourra vous en dire plus, notamment si vous avez des questions là sur l'usage de l'outil. Pour ceux qui auraient manqué des éléments importants liés au problème de son, là on a eu 2 remarques sur le sujet.
sachez que si vous êtes intéressé par l'utilisation de cet outil, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le signaler là, dans les onglets de conversation. Et on pourra reprendre contact et rediscuter de tout ça, vous refaire une démonstration au besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le signifier si vous souhaitez être contacté, si vous souhaitez en savoir plus sur l'outil. Voilà. Donc, avant juste de passer aux questions-réponses, je voulais juste revenir sur 3 points très brièvement. Tout d'abord, vous indiquer un peu quelles sont les modalités, les modes d'utilisation de Didasque. Donc, le modèle numéro 1, si vous voulez, c'est de nous utiliser comme une licence SaaS. Donc là, c'est le modèle selon lequel vous concevez, comme Svetlana vient de le faire, une expérience d'apprentissage vous-même sur notre outil. Il faut savoir que toute utilisation et on corrèle en fait toute vente d'une licence SaaS à un accompagnement par nos ingénieurs pédagogiques, pourquoi pas Svetlana, qui va vous aider à prendre en main, si vous voulez, la méthodologie de conception et notre outil directement sur vos thématiques. Donc, en concevant, puis en vous laissant au fur et à mesure la main pour vous autonomiser sur des thématiques sur lesquelles vous souhaitez créer des modules digitaux. L'autre modèle de fonctionnement qu'on a, et là la raison elle est toute simple, hein, c'est que certains de nos clients n'ont pas les ressources en interne ou le temps de concevoir par eux-mêmes. À ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous sous-traitent la conception des parcours. Et à ce titre, là, je vous ai mis un petit exemple, juste parce que c'est une offre qu'on vient de sortir et sur laquelle on va communiquer bientôt. Et il s'agit d'une offre là qu'on a lancée du coup liée à la situation parce qu'on avait des demandes de la situation sanitaire. En fait, on se propose notamment de digitaliser très rapidement grâce à notre standard de conception qui permet d'aller très vite. On se propose de digitaliser très très rapidement des formations existantes sous 7 jours ouvrés. N'importe quelle formation métier existante et pour un prix assez modeste de 6 000 euros. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'une de ces 2 modes d'utilisation de Didas, n'hésitez pas à nous le préciser sur le chat. Et enfin, les 2 autres points, juste, c'est lié à notre moteur d'apprentissage et à toutes les utilisations un petit peu annexes de notre outil. Svetlana, si tu peux passer à la slide d'après. Donc là, on a vu un petit peu ce qui représentait le cœur de notre outil et ce qui incarne finalement notre méthode pédagogique. Donc c'est vraiment l'aspect central de notre outil. Mais on a aussi plein d'autres fonctionnalités. Voilà, si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas encore une fois à nous demander d'être contacté là dans le chat. On a notamment, ce que je vous ai dit en préambule, un moteur d'apprentissage qui enregistre toutes les sessions des apprenants, ce qui va vous permettre de leur proposer en fait, sous un mode un petit peu d'adaptive learning, des sessions personnalisées à leurs besoins, à leur rythme d'apprentissage. Et ce moteur d'apprentissage, côté aussi concepteur, il va avoir un intérêt, c'est qu'il vous permet, si tu peux passer à la slide suivante, Svetlana, s'il te plaît, il vous permet en fait, il nous permet de générer des données consolidées sur les différentes sessions liées à chacun des cas pratiques et de vous suggérer, si vous voulez, de vous indiquer quels sont un peu les points chauds, ceux qui ont été le moins compris par vos apprenants, pour que vous puissiez porter la focale, pourquoi pas lors d'une session présentielle, sur ces points-là, ou réajuster, créer d'autres modules ou d'autres expériences d'apprentissage pour venir traiter ces sujets problématiques pour vos apprenants. Voilà. On va passer maintenant aux questions-réponses. Si j'en avais vu quelques-unes tout à l'heure, et notamment moi aussi. Pascal. Svetlana, tu pourras peut-être y répondre sur notre capacité sur le back-office à utiliser des langages symboliques, notamment de maths et de chimie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première utilisation de Didas par notre fondateur, notamment, ça a été pour faire des cours d'économie
à l'école d'économie de Paris. Donc, je sais qu'il utilisait du coup dans les formules mathématiques certains de ces symboles. Svetlana, tu peux peut-être en dire plus parce que là, on a des Exactement. demandes de la Paris School of Ouais. Economics et de PSL en général aussi sur ce sujet, j'imagine. Alors, en fait, justement, on a un module, on a un plugin LaTeX. Enfin, notre éditeur utilise un plugin LaTeX. Donc, en fait, vous avez juste à taper, par exemple, dans le texte, le bloc situation. Bah, en gros, par exemple, vous pouvez taper vos formules LaTeX habituelles et là, il y aura l'affichage, justement, par exemple, de formules mathématiques qui est proposé, en tout cas, voilà, par et en fait, justement, en termes d'usage, là aujourd'hui, comme le disait Geoffrey, on a été utilisé pour voilà, faire. Donc, il y a des cours, différents cours d'économie qui s'appuyaient sur des statistiques. On a eu aussi des cours d'algèbre linéaire qui ont été proposés avec notre plateforme. Donc là, c'était aussi par l'école d'économie de Paris. Et donc, c'est un usage qui aujourd'hui est fait de notre plateforme et qui fonctionne. Alors, il y a Elisabeth qui nous demande s'il est possible d'avoir un accès pour essayer. Ce que je vous propose, oui, Elisabeth, c'est de reprendre contact avec vous là. On pourra s'envoyer des petits mails et puis on pourra voir comment on peut organiser ça, cet essai. On a Chris qui nous demande si le webinaire sera accessible en replay pour ses collègues de la formation. Oui, à chaque fois, à la suite de chacun de nos webinaires, normalement, on peut envoyer un lien vers le replay dans la semaine. Si jamais vous voulez qu'on fasse aussi une démonstration à une équipe un peu plus grande, on peut refaire aussi une petite démonstration en live de l'outil. Donc là encore, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé. Le tarif pour le moteur d'apprentissage. Et en fait, le moteur d'apprentissage, il est compris dans l'expérience, donc il est compris dans la licence à laquelle vous souscrivez si vous concevez par vous-même le contenu. C'est une question de Pascal. Et il est aussi intégré dans le modèle où nous, on conçoit pour vous. Et en fait, ce qui va faire varier le prix pour la diffusion, c'est selon que vous voulez en fait gérer un petit peu toute toute l'administration des modules et les envois et les rappels par Didasque ou directement par votre OLMS. Parce qu'on vous l'a dit en préambule, on permet de diffuser soit en s'interconnectant avec votre OLMS, soit si vous n'en avez pas, vous pouvez diffuser également par Didasque et gérer vos groupes d'apprenants comme cela. Voilà, en leur envoyant un mail d'accès, en gérant leurs accès, des rappels, etc. pour qu'ils puissent accéder à ces contenus-là. Serait-il possible d'avoir un mot sur votre standard de conception en 6 jours? Oui, bien sûr, Alexis, je pourrais revenir là-dessus. En fait, vu que notre standard de conception, comment dire, il est standardisé, euh, nous, on peut s'engager à vous produire en fait 4 modules, ce qui correspond à un nombre défini de cas pratiques, après avoir échangé pendant une demi-journée avec votre expert. Ou autrement, l'autre choix, c'est que vous nous envoyez les slides que vous utilisez normalement en présentiel. Et sous 7 jours ouvrés, nous, on vous produit le module, vous le relisez une demi-journée, et après, on est capable de le diffuser. Voilà. La licence est-elle limitée à un nombre d'utilisateurs? Non, absolument pas. Alors, si vous parlez de la licence de conception, en fait, c'est un prix par concepteur. Donc là, on vous donne accès par concepteur et par an à notre licence de conception. Vous pouvez créer autant de modules que vous voulez et les diffuser à autant de personnes que vous voulez. Ce qui va faire varier le prix, c'est la manière dont vous allez diffuser, que ce soit par votre OLMS ou par le nôtre. Existe-t-il un cours Didasque gratuit pour Ah, Ouais, il est en cours. On est en train de. En fait, donc quand quelqu'un prend une licence justement de conception, il a un accompagnement qui lui est proposé en présentiel, par nous en fait, par exemple par moi ou par certains de mes collègues ingénieurs pédagogiques. Et en parallèle, on vous propose plein de ressources. Donc on a le centre de ressources dont je vous parlais tout à l'heure qui contient des articles avec nos bonnes pratiques. Et là, on est en train de. Alors c'est pas encore, c'est dans les tuyaux. On est en train de le créer. On est en train de faire un cours justement. Un ensemble de modules Didasque où justement on explique voilà, quelques bonnes pratiques pour par exemple sa situation, comment la mettre en scène, comment bien découper voilà, ces différents contenus. Donc voilà, là c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, Cécile, et qui, en tout cas pour l'instant, notre centre de ressources, il est disponible pour tout le monde.
On pourra aussi vous envoyer le lien si ça vous intéresse. Et les modules, là par contre, on n'a pas encore décidé de leur mode de diffusion, mais on note votre intérêt, Cécile, en tout cas. Voilà. Pour juste compléter un petit peu sur la question, sur la question voilà, un peu de l'Inception de Didasque, existe-t-il un cours gratuit pour apprendre l'usage de Didasque côté conception? En fait, on a plusieurs modes. Là, sur le mode où vous souscrivez à une licence pour concevoir par vous-même des contenus, là, on a plusieurs offres qui correspondent. On s'adapte un petit peu à votre profil. Si vous soyez une grande entreprise ou un formateur indépendant. Et selon aussi l'offre à laquelle vous souscrivez, nous, on a conçu, si vous voulez, un cours sur Didas qui s'appelle Enrichir ses formations grâce aux sciences cognitives, dans lesquelles vous retrouvez plein de recommandations dont nous, on se sert aussi pour concevoir directement sur Didas. Donc, c'est des recommandations plus sur la manière de penser ces formations et de les architecturer plutôt que comment utiliser l'outil sur le plan technique. Mais voilà, c'est une ressource qu'on vous met également à disposition aux besoins selon la licence à laquelle vous souscrivez. Et d'ailleurs, Bénédicte justement nous fait part de son avis, puisqu'elle a eu l'occasion de suivre ce module de formation par ailleurs. Et merci pour votre avis, Bénédicte. Si vous avez des retours justement plus détaillés à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire par mail, voilà, pour qu'on en sache un peu plus. Alexis, on est bien sûr preneur de tout CV et lettre de motivation. Je t'invite à aller sur notre page Welcome to the Jungle pour nous adresser ta candidature. Emmanuel nous demande quels sont les tarifs de la licence de conception. Donc là, il y a plusieurs tarifs, comme je vous le disais. On a, si vous voulez, un tarif de base qui tourne autour des 1500 €. Ça dépend en fait si vous souscrivez à une offre qui vous permet de pouvoir résilier aussi à tout moment et d'utiliser, enfin c'est une licence mensuelle finalement, ou si vous souscrivez à la licence annuelle de conception. Donc ça, c'est l'offre un petit peu basique. Et on a une offre premium dans laquelle, par exemple, Svetlana vous accompagnerait une journée et demie sur directement l'application de notre méthodologie et la montée en compétence sur l'outil pendant cette journée et demie, directement sur vos thématiques. Et là, c'est une offre qui tourne autour des 3000 €. Et senior manager, pas à la recherche d'un emploi. Oui, en fait, je Bénédicte, on répondait ferai à une question Alexis. de Alexis qui voulait savoir s'il pouvait candidater chez nous. Et voilà, je crois qu'on n'a plus trop de questions. Si on a eu sur l'onglet en direct. Donc, Yassi, on vous a répondu sur l'offre SaaS. Donc, vous avez une offre autour des 1500 €. Ça dépend si vous utilisez, si vous souscrivez mensuellement ou annuellement. Et une offre à 3000 € dans laquelle on vous accompagne plus précisément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avez-vous des graphiques en lien avec la santé? Ah oui, ce dont on ne vous a pas énormément parlé, c'est que sur la partie conception, vous pouvez, soit ce que vous a dit Svetlana, c'est intégrer des photos et des vidéos depuis Internet, depuis des liens Internet, depuis votre disque dur, ou sinon recourir à nos services. Donc, soit on vous met une banque d'images à disposition, et là, vous pouvez créer vous-même vos petites scénettes. Et là, nous, on a travaillé avec pas mal d'acteurs de la santé, que ce soit des acteurs un peu hospitaliers ou des acteurs qui gèrent plutôt des EHPAD. Donc, on a des types de personnages et des types de situations que vous pouvez réutiliser là-dessus pour composer vous-même vos scénettes. Je me permets juste entre deux questions pour ceux parce que les gens ont commencé à partir les uns après les autres, ce qui est logique, mais si vous souhaitez que l'on vous contacte par mail pour continuer la discussion, n'hésitez pas à écrire dans l'onglet Converser un mois pour que l'on sache, voilà. Évidemment, tout le monde aura le mail de récapitulatif, mais voilà, si vous voulez poursuivre la discussion un peu plus en détail. Arnaud, quand vous écrivez, on a toujours des codes, des suites de lettres. Par exemple, là, on a BW9. Je ne sais pas si si vous êtes crypté ou. Merci Elisabeth et à bientôt. Bénédicte nous demande là si on peut la contacter rapidement. Oui, on vous contactera. Normalement, vous avez laissé votre adresse mail
pour accéder au webinaire. Donc, on vous contacte très rapidement pour pouvoir discuter de tout ça. Quels sont actuellement vos parcours gratuits? On a des parcours gratuits sur, là, on en a fait un sur l'école à la maison, donc pour pouvoir recréer, quand vous êtes parent, des conditions optimales d'apprentissage pour vos enfants. Et celui sur le télétravail est proposé gratuitement par notre client aussi. On vous enverra ça. Le format de diffusion SCORM, lien Internet. Alors oui, soit vous pouvez utiliser Didas pour diffuser directement en fait, des invitations à accéder à notre outil, ou sinon diffuser un lien sur lequel les apprenants cliquent pour se connecter. Et sinon, vous pouvez effectivement vous interconnecter. Nous, on est scormable effectivement avec n'importe quel LMS. Voilà. Merci à tous ceux qui nous remercient. J'espère que ça vous a intéressé. Je crois qu'on n'a plus trop de questions. Je ne sais pas si tu as fait attention, Svetlana. Moi, j'en ai pas repéré depuis. On a répondu Je regarde dans l'autre onglet. à peu près à tout. Donc un grand merci à tout le monde. Je pense qu'on va mettre Oui. en webinaire. Pour ceux qui sont intéressés, là, qui ont témoigné de ça, on vous recontacte par mail si vous avez laissé le bon mail. Sinon, merci de nous écrire le mail sur lequel vous souhaitez être contacté. Et puis, on vous dit à très bientôt, on l'espère, pour de nouvelles aventures pédagogiques. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci Veslana et merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir.